Bonjour à tous, bienvenue sur Moselle TV pour le premier débat de l'entre-deux tours de ces élections législatives. Un débat qui va porter sur la 8e circonscription de la Moselle. Une circonscription qui regroupe les cantons d'Algrange, de Famec, de Florange, de Fontoy, de Hayange et de Moyeuvre-Grande. Au premier tour, on va redonner tout de suite les résultats. C'est monsieur Laurent Jacobelli qui était arrivé en tête pour le Rassemblement national avec 35,17% des suffrages devant Céline Léger pour la NUPES qui a obtenu 27,68%. Évidemment, les deux candidats sur notre plateau. Bonjour Céline Léger. Bonjour. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Alors ce débat est en partenariat avec nos confrères de France Bleu Lorraine Nord et du Républicain Lorrain. Anaïg Haute, la rédactrice en chef de France Bleu Lorraine, viendra dans quelques minutes. Mais à mes côtés pour commencer ce débat, Lucie Bouvarel, chef d'agence Hayange pour le Républicain Lorrain. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors on le voit, il fait, vous le savez peut-être pas, mais il fait très très chaud. Donc on va essayer de tenir pendant une heure. En tout cas, les deux candidats peuvent confirmer qu'il y a un compteur visible pour le temps de parole. On va en tout cas commencer immédiatement cette émission et ce débat avec le premier thème, le lien entre le député et son territoire. Et Lucie, pour commencer, je te laisse la main sur ce premier thème. Alors, on sait que sur ce premier tour, dans la 8e circonscription, l'abstention a été marquante, comme partout ailleurs. Pendant le début de campagne, on a aussi entendu pas mal de critiques, d'une part comme de l'autre, sur le député sortant qui aurait été absent. On aimerait aujourd'hui savoir comment vous, l'un et l'autre, vous allez conserver ce lien avec la population si vous êtes élu à l'Assemblée nationale et comment vous conservez le lien donc, avec le territoire. Monsieur Jacobelli ? Être député, c'est avoir deux fonctions. Une fonction nationale, c'est-à-dire voter les lois qui vont s'appliquer partout en France. Et là-dessus, vous le savez, nous serons très vigilants sur tout ce qui concerne le pouvoir d'achat, la sécurité, notre identité. Mais c'est aussi avoir un rôle local, de faire vivre son territoire. Et vous l'avez dit, le député sortant, et je crois qu'il en a payé le prix par son éviction au second tour, n'a pas été présent ni auprès de la population, ni auprès des élus, dont acte. Je crois qu'il faut utiliser aujourd'hui une autre méthode. Travailler avec tous les élus de la circonscription. Et je dis bien tous, sans sectarisme. On connaît ma couleur politique, mais si demain je suis élu député, je travaillerai avec tous les maires, quelle que soit leur sensibilité, tous les conseillers municipaux et tous les élus. Et puis travailler avec la population aussi, c'est-à-dire écouter leurs problèmes. Parce que souvent, quand on est élu, on manque de capteurs pour savoir quel est vraiment le problème quotidien majeur des gens. Vous savez, on l'a vécu à la présidentielle. Hein. On avait, nous, mis le pouvoir d'achat au centre de notre combat très tôt parce qu'on avait ces capteurs. Et moi, j'utiliserai la méthode de mon suppléant, Fabien Angelman, le maire d'Hayange. Ce qu'il fait, c'est qu'il a des permanences où on peut venir librement, sans rendez-vous, le voir pour régler les problèmes. Eh bien, j'appliquerai la même méthode. Chaque semaine, dans une ville différente, dans une commune différente de notre circonscription, j'ouvrirai une permanence libre d'une demi-journée où je recevrai les citoyens des différentes communes pour voir quels sont les problèmes et essayer de les régler. Parce qu'un député peut faire beaucoup de choses. Il peut prendre son téléphone, il peut appeler un maire, il peut appeler un conseiller régional, il peut même appeler un ministre. Il peut faire beaucoup. C'est vrai qu'il a fait peu, celui qui aujourd'hui n'est plus député. Moi, je prends l'engagement ici, devant vos téléspectateurs, que je serai un député de terrain, toujours présent à l'Assemblée, mais toujours présent sur le territoire. Alors, on va rappeler quand même que c'est Brahim Hamouche, le député sortant, qui a été éliminé lors de ce premier tour en terminant à la 3e place. Même question pour vous, Céline Léger. Eh bien, je suis de métier assistante sociale, donc moi, les permanences et l'accessibilité, enfin, être accessible, c'est quelque chose qui m'est habituel. Je suis du territoire, donc je n'ai pas besoin d'aller chercher... évidemment que je vais demander leur avis à mes concitoyens, mais je partage leurs préoccupations puisque je les vis depuis plusieurs années déjà. Donc effectivement, je pense que je mettrai un local de campagne au centre de la circonscription, au sein d'un quartier populaire, et je procéderai également à des permanences dans tous les villages. Je suis la candidate de la NUPES, donc la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, qui compte énormément d'élus qui sont nos soutiens sur cette circonscription. Donc nous, on n'a pas besoin de créer le lien avec les élus, on l'a déjà, et les associations, les syndicats et évidemment la population qui subit les lois qui sont décidées plus haut. Donc il faut absolument avoir un aller-retour entre le terrain et les lois qui sont décidées et qui s'imposent à tous sur le territoire, y compris sur le nôtre. Alors je vous ai vu d'autres lignées de la tête
tête, M. Jacobelli? Oui, parce que je pense qu'on a une démarche assez différente. Vous avez parlé des maires qui vous soutenaient, on pourrait en parler. Hein. Cette vieille gauche qui a trahi les ouvriers, qui a trahi la sidérurgie, qui vous soutient pour se maintenir à son poste. Mais si vous ne voyez que ces maires-là, qui sont d'ailleurs, je crois, 2 ou 3... On voit tous les autres personnes. Je vais me permettre de terminer. Je trouve que c'est bien dommage de travailler sur un petit bassin électoral qui doit représenter quelques pourcentages. Nous travaillerons avec tout le monde, avec ces maires de gauche d'ailleurs, qui ont parfois des méthodes un peu archaïques pour gérer leur commune, voire même pour gérer les élections, mais avec les maires de droite, les maires sans étiquette, et bien évidemment le maire Rassemblement national de la circonscription. La différence entre vous et moi, peut-être, c'est que j'ai commencé ce travail en tant que conseiller régional et que j'ai déjà des contacts, tout parti confondu, parce que c'est l'intérêt général qui prime. Et j'espère, madame, que vous ne vous cantonneriez pas à travailler seulement avec les élus d'ultra-gauche radicale. Je ne vois pas pourquoi vous abordez le tri des élus. C'est vous qui avez évoqué. J'ai dit qu'on avait les élus qui étaient avec nous. J'ai pas parlé des... Non, vous en avez 2, madame, sur... Non, j'en ai pas 2, mais attendez, ce soir, vous allez voir, la tribune sort, il n'y a pas de problème. Oui, parce que vous faites pression, c'est vrai, sur les maires. Non, on ne fait pas pression sur les maires. Choqués m'ont appelé, d'ailleurs. Mais bien sûr. Mais je voudrais bien savoir lesquels. Mais je ne dirai pas les noms. Ok, donc c'est peut-être qu'il n'y a pas de fondement. Si, peut-être que simplement, moi, voilà. je préserve leur si vous voulez bien, anonymat. S'il vous plaît, votre seul soutien, c'est le maire d'Ayange, on vous a croisé avec lui certaines fois en campagne, mais je n'ai pas entendu d'autres maires vous soutenir et ni soutenir encore moins votre programme. Donc s'il vous plaît, non. C'est léger, je vous ai entendu évoquer des permanences dans tous les villages. Oui, c'est bien ce que vous avez dit. C'est ce que je fais dans mon métier. C'est-à-dire que nous, en tant qu'assistante sociale, travailleurs sociaux, on va au plus proche de la population. Donc c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps déjà. L'intérêt général me porte, y compris dans mon... Je serai une députée de terrain, je serai une députée des quartiers, je ne serai pas une députée de plateau. Vous êtes le candidat des plateaux télé, vous avez fait 17 médias nationaux pendant toute la campagne électorale. Voilà, on a... Mais tout à fait, on a deux profils tout à fait. Je veux pas. Je vous répondrai quand même. Je pense qu'il faut que à l'Assemblée nationale, soit sur ce territoire-là, on puisse envoyer un député, en l'occurrence une députée, qui est réellement représentative du peuple français. Je vous rappelle quand même que il y a un an en arrière, c'était pas si loin, vous promettiez sur un même plateau télé, que vous seriez corps et âme tout entier à la région et vous aviez donc nié le fait d'avoir d'autres ambitions. Nous nous retrouvons face à face aujourd'hui. J'ai l'extrait, c'était sur France 3. Si vous voilà, donc voilà, restez à la région. Et d'ailleurs, la région, qu'est-ce que vous en faites? On n'arrive pas à voir, vous ne rendez pas compte de ce que vous faites lors de votre mandat. Vous êtes dans le commentaire national sur les plateaux télé nationaux. Voilà. Donc on ne peut pas se reconnaître en vous. Si vous laissez un peu. On va écouter M. Jacobelli. Je vais vous répondre. D'abord, je vous conseille, et vous verrez, c'est une lecture intéressante de regarder le droit électoral. C'est important d'ailleurs quand on se présente pour être député. Vous verrez que la fonction de député est celle de conseiller régional. Par contre, je connais la technique de l'extrême gauche qui est de couper la parole systématiquement. Mais vous venez de le faire. Moi, je viens de vous écouter. Je vous demande d'appliquer la même méthode, puisque sinon personne n'y comprendra rien. C'est quand même vous et ce ne sera pas très utile. Donc on peut cumuler le poste de député et de conseiller régional, ce que je ferai parce que je crois que c'est l'intérêt de la région et je crois que ce sera l'intérêt de la circonscription. Donc si vous voulez savoir, madame, le taux de participation que j'ai aux réunions de la région, je vous invite à vous renseigner. Il doit être proche de 100%. J'ai dû rater une session pour une raison personnelle. Et donc, je fais, avec mes colistiers, le travail. Vous parlez des plateaux de télévision, mais donc vous êtes en train de nous dire que vous allez être une députée, si par malheur vous êtes élu, isolée du pouvoir, isolée des médias. Moi, il se trouve que les idées dans lesquelles je crois, mais elles sont probablement plus claires, parce que je représente une liste soutenue par le Rassemblement national et pas par des mouvements hétéroclites qui ne pensent pas tous la même chose, elles s'expriment. Et moi, je suis heureux de les exprimer. Je suis heureux de les exprimer à la fois sur des médias locaux comme aujourd'hui et sur des médias nationaux. Vous savez, ce qui manque à notre circonscription, parfois, c'est le fait qu'elle ait des personnalités qui rayonnent. Et ben moi, je serais très heureux de porter l'image et la voix de notre circonscription en dehors des seules limites de cette circonscription. Vous voyez, tant en termes de travail en commun avec des élus, tant en termes de propagation de l'image de notre circonscription, je crois que nous n'avons pas les mêmes ambitions. Vous pouvez répondre, Madame Léger. Non, je n'ai pas d'ambition personnelle, moi. Je n'ai pas l'intention de rayonner ou que ma personne rayonne. J'ai l'intention...
J'ai l'intention de rendre la vie digne aux Français. Vous êtes en charge depuis un certain temps maintenant, vous-même ou votre parti. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais rien apporté de meilleur au quotidien des Français. Vous n'êtes pas, vous êtes dans les promesses, vous n'êtes pas dans l'opposition. On ne vous a pas entendu pendant le quinquennat. Non, on ne vous a pas. Peu attentive. Je suis très attentive et je suis très combative contre vous. Et effectivement, appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc vous êtes une opposante de père et madame. Mensonge, certains de vos candidats se désistent pour faire élire la République en marche. On va écouter quand même Céline Léger et après on reviendra vers vous, Monsieur Jacobelli. Un mensonge répété 1000 fois reste un mensonge, d'accord? Donc non, nous n'avons pas appelé à voter pour Emmanuel Macron. Nous avons appelé à ne laisser aucune voix au Front National, qui s'appelle maintenant Rassemblement National, mais qui est exactement la même chose, vous le dites vous-même. Non, voilà. Donc, pas une voix pour le Front National, surtout sur ce territoire qui compte énormément de personnes d'origines diverses. Ici, je vous fais un petit rappel culturel, les deux plus gros festivals culturels de la circonscription et à côté, c'est le festival du film italien et le festival du film arabe. Donc voilà, la culture, on est multiculturel et c'est une richesse pour ce territoire. Je vais vous poser une question. Attendez, je réponds juste à ça. Après, parce qu'on est pris, je vais vous poser une question. Mais je répondrai quand même. Monsieur Jacobelli, vous avez parlé de permanence. Oui. On sait effectivement que vous êtes conseiller régional. Est-ce que vous avez prévu d'avoir un logement dans cette 8e circonscription? Mais j'y habite. Voilà, ne croyez pas tout ce que dit l'opposition. Non, mais justement, c'est pour clarifier. Avec Madame Léger, nous sommes parmi les rares candidats qui avons voté dans la circonscription. Mais je vais vous répondre quand même sur deux choses. D'abord, sachez qu'en tant que conseiller régional, j'ai voté les subventions aux deux festivals que vous avez évoqués, donc il n'y a aucun problème pour moi sur ces questions-là. J'aimerais vous dire, vous nous demandiez à quoi nous servions. Et vous avez raison, c'est une vraie question qu'il faut se poser quand on est élu. Vous savez, la première séance que j'ai eue à la région, on change un peu de territoire, mais c'est important d'en parler. La première mesure proposée par M. Rotner, président de région, a été l'augmentation des indemnités des élus de 25%. Vous parliez de vos camarades qui siègent là-bas. Ils ont voté pour, madame, cette augmentation. Au moment où le pouvoir d'achat des Français baisse, au moment où ils demandent à tous de se serrer la ceinture, où ils proposent 250 milliards d'impôts par an supplémentaires, notamment aux classes moyennes, eh bien lorsqu'il s'est agi de voter une augmentation des salaires, pour eux-mêmes, ils se sont levés, ont voté pour. Le seul groupe, madame, qui a voté contre cette augmentation de 25% des indemnités, c'est le Rassemblement National, et pas l'ultra-gauche, soi-disant sociale, qui, quand il s'agit de ses intérêts, répond toujours premier. Vous pouvez répondre, Madame Léger. On passera à la deuxième thématique après. Oui, moi je ne suis pas en charge pour le moment. Je représente un mouvement qui s'appelle NUPES, qui effectivement compte un certain nombre de partis, en l'occurrence tous les partis de gauche et les écologistes. Je suis par ailleurs issue de la France Insoumise et je ne suis pas encore en charge. Donc j'attends avec impatience dimanche prochain pour pouvoir m'installer à l'Assemblée nationale et montrer que oui, nous avons un programme et qu'il améliorera dès cet été la vie des Français, concrètement. Alors je vais vous donner le temps de parole puisqu'on termine cette première thématique. Monsieur Jacobelli, vous êtes légèrement en avance avec 5 minutes 44, alors que Madame Léger, vous êtes pour le moment à 4 minutes 50. On passe tout de suite donc à la deuxième thématique de ce débat, c'est la 31 bis. Alors c'est vrai que la 31 bis est un vieux serpent de mer. Est-ce qu'il verra un jour le bout du tunnel, sans mauvais jeu de mots? Alors c'est vrai que le tracé F4 en tranchée couverte, qui était le tracé proposé par l'État au tout début de la concertation publique, a été abandonné. Il ne reste aujourd'hui plus que 4 tracés. Les tracés F5 et F5 bis en tranchée couverte et avec un tunnel, le F4 en tunnel profond et le F10'. Le F5 doit passer par Florange et l'ancienne coquerie d'ArcelorMittal à Sermanges-Erzange, tandis que le dernier tracé passera par Illange. La consultation devrait reprendre en septembre. Je voudrais avoir votre avis, Madame Léger, puisque vous êtes en retard, en sachant que dans votre groupe, l'Alliance de gauche, on n'est pas forcément d'accord sur l'avenir de cette A31 bis. Effectivement. Alors, donc, d'abord, c'est un réel problème, la mobilité des transfrontaliers, et y compris de ceux qui ne vont pas travailler au Luxembourg. J'habite au Metz, je vous assure qu'à certains horaires, il y a un bouchon comme en région parisienne. Donc là, c'est déjà, voilà, il faut partir des réalités du terrain et des problématiques rencontrées, et c'en est une très sérieuse. Après, au niveau des différents mouvements qui composent la NUPES, effectivement, des élus sont déjà en charge, et les dossiers
dossier bien mieux en main que moi, avec des avis qui divergent, effectivement. Cela dit, aujourd'hui, on va s'appuyer sur notre programme commun. On est en train de créer une nouvelle association. Enfin, cette union de la gauche et des écologistes est effectivement nouvelle, donc ça se met en route. Si vous me demandez mon avis à moi, insoumise, quand on est sur une circonscription sur un territoire, sur un pays où le carburant est à plus de 2 euros le litre, où le tout-route n'est pas forcément la solution, ou alors apporter des solutions alternatives et complémentaires. Il faut, par exemple, proposer plus de télétravail ou un roulement des travailleurs, par exemple frontaliers, qui ne commencent pas tous à la même heure et tous il fut un temps où, quand on allait travailler à l'usine, il y avait un bus qui venait nous chercher. Il pourrait être aussi question de discuter avec nos partenaires luxembourgeois et les entreprises qui, plutôt que de donner des voitures individuelles à leurs employés, pourquoi pas envisagent un mode de transport en commun plus collectif, quoi. Là-bas, au Luxembourg, les transports en commun sont gratuits. Il faut arriver à un cadencement plus adapté aux besoins des usagers, les inclure aux discussions, parce que c'est quand même eux qui usent les routes avec les voitures. C'est une route qui est devenue accidentogène, puisqu'elle est complètement bouchée, donc c'est vraiment un sujet sérieux. Par ailleurs, il y a des mesures alternatives, comme peut-être garder une voie pour justement favoriser les transports en commun et qu'elle soit plus attractive, qu'elle évite des longs trajets, et les mesures Mais sur la alternatives. 31 bis, parce que c'est vrai qu'il y a un engorgement aujourd'hui quand même sur cette autoroute, vous estimez que c'est pas possible de faire un tracé cohérent pour que tout le monde s'y retrouve? Je trouve que déjà le coût de la route est cher et que si en plus on doit payer un péage pour passer par là, qui va le prendre, quoi? Celui qui va travailler au Luxembourg et qui va devoir payer son essence plus cher, à un moment donné, il n'aura plus l'avantage. Donc non, il faut vraiment, déjà il faut faciliter également faciliter, c'est pas le terme, mais il faut donner envie aux Français de rester sur le territoire et empêcher la fuite des travailleurs, en tout cas permettre des meilleures conditions d'employabilité en France, avec des meilleures ressources qui permettraient à certains employés, pas tous évidemment, mais à certains employés de choisir de rester sur notre territoire et de contribuer à l'économie locale. Alors Laurent Jacobelli, on sait que Brahim Hamouche ne s'est pas fait que des amis sur ces dossiers, notamment au niveau des maires locaux. Quel est votre avis, en tout cas, sur ce sujet? D'abord, une question de méthode. Je pense qu'on ne peut pas décider du tracé d'une autoroute sans la concertation avec les élus locaux, et même en faisant exactement l'inverse de ce qu'ils préconisent. En tout cas, moi, au niveau de la méthode, j'agirais tout à fait différemment, et je travaillerai en partenariat avec les maires concernés par le tracé. J'aimerais dire simplement aujourd'hui que c'est une vieille lune quand même. Moi, je me souviens de ce dossier déjà... et bien avant d'ailleurs, mais 2015, quand j'étais candidat au régional, on en parlait déjà. Je pense qu'il y a quand même des mesures urgentes qu'il faut prendre. Urgentes, parce qu'il y a des frontaliers qui, tous les matins, vivent un calvaire, avec des minutes de retard, qui les mettent d'ailleurs en porte-à-faux parfois avec leur employeur au Luxembourg, et qui donc, il faut régler les choses. Et je pense que la première solution rapide à mettre en place, et bien pour ça, il faut avoir une vision claire, pas avoir à attendre que tout un tas de partis donnent son avis, ce qui est l'avantage. Moi, au moins, je sais où je vais. C'est d'améliorer la voie ferrée qui mène au Luxembourg. D'abord en créant un réseau express, en faisant que la cadence soit accélérée, que la sécurité des voitures soit accélérée et le confort aussi. Et puis il y a une deuxième mesure, parce que j'aimerais quand même parler des frontaliers aujourd'hui, qui, et vous l'avez dit très justement, doivent subir le coût d'une essence qui est à 2,20 € le litre aujourd'hui, mais on sait très bien que d'ici l'été, on sera peut-être à 2,50 €. Il faut savoir que pour eux, c'est une perte de pouvoir d'achat considérable, alors que l'emploi n'est pas encore recréé complètement dans notre région et que donc il faut bien travailler. Et ils doivent aller au Luxembourg et faire parfois des dizaines de kilomètres avant d'arriver au travail. Nous avons une solution concrète. C'est de faire passer la TVA sur l'essence de 20% à 5,5%. Et croyez-moi, en termes de pouvoir d'achat, pour les frontaliers et pour les autres, ce sera une mesure importante. Et je fais une petite digression, mais j'aimerais parler aux frontaliers, parce qu'il y a une menace qui pèse sur eux. C'est la double imposition qui devrait arriver en 2023. Vous le savez, il y a une convention qui a été signée avec le Luxembourg
qui a été mise entre parenthèses jusqu'en 2023, mais en 2023, c'est le matraquage fiscal en règle. C'est-à-dire qu'il y aura un double calcul de l'imposition, et là, les frontaliers seront mal. Ils seront mal surtout si ils élisent une députée qui, à côté, veut augmenter la base des impôts partout, tout le temps, qui a fait du culte fiscal, du culte du matraquage fiscal, l'alpha et l'oméga de sa politique. Donc je pense qu'il faut aider nos amis frontaliers de toutes les manières, en étudiant évidemment les projets autoroutiers, mais avec sagesse, avec concertation, en mettant le paquet sur la voie ferrée, et ça il faut le faire très vite, et en les soulageant d'un prix de l'essence aujourd'hui exorbitant et de la menace d'une double imposition qui, je crois, à ce second tour des élections, a une partisane et un opposant. Moi, je m'y opposerai de toutes mes forces à l'Assemblée nationale. Je ne vous permets pas de parler pour nous. Merci. J'ai lu vos écrits. Voilà. Non, vous n'avez absolument rien lu. Enfin, déjà, d'un de vos partis. Déjà, la question que je pose suite à votre intervention, c'est quelle crédibilité, vous, élus, pour la préférence nationale, vous allez avoir pour aller discuter à la conférence qui aura lieu à la fin de cette année. J'en doute, je doute de votre crédibilité. J'aurai la crédibilité de mon mandat. Nous avons déjà des contacts avec les élus luxembourgeois, je vous l'annonce peut-être. On a Franck Fayot, qui est le ministre de l'économie du Luxembourg, qui a appelé à voter pour la candidate NUPES Cécilia Gondard du Benelux. Vous voyez, donc on est déjà bien avancé sur ce dossier de la double imposition, qui est complètement défavorable aux frontaliers, évidemment. Et nous, la proposition que nous faisons, c'est de revenir tout simplement à la convention précédente, puisque celle-ci est très injuste et on ne peut pas faire payer, faire peser. Que disait la convention précédente, justement, à laquelle vous faites référence? Votre année ministre a dû vous briefer, j'imagine. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle disait, cette convention? Donc, j'ai pas envie de vous répondre, monsieur Jacobelli. Peut-être voilà. Ne savez-vous pas répondre. C'est ici que les questions sont posées, c'est pas chez vous. Je pense que justement, je voudrais recentrer le débat sur la 31 bis. On sent bien que vous êtes à la maison, Madame Céline Léger, s'il vous plaît. D'ailleurs, je vous pose la question sur la 31 bis, sur l'écotaxe. L'Alsace a aujourd'hui son écotaxe sur l'A5. Est-ce que vous... sur le projet, en tout cas, d'écotaxe en Lorraine, est-ce que c'est un dossier que vous prendrez à bras-le-corps au niveau de l'Assemblée nationale pour défendre justement le territoire? Mais de toute façon, je vais pas jouer un rôle aujourd'hui. Moi, je suis très authentique. Je ne peux pas faire celle qui est experte de tout sur tout. Je suis aujourd'hui candidate, je ne suis pas encore députée. Évidemment que j'irai prendre les expertises des uns et des autres, que ce soit les acteurs, que ce soit les élus, que ce soit les usagers, pour prendre nos propres décisions conformément à la philosophie finalement qui nous anime. Quand on entend M. Jacobelli parler de baisse de TVA, il veut appauvrir l'État et donc il appauvrit les Français par ailleurs. C'est une évidence. Faut aller voir. En parallèle, les dividendes augmentent puisque l'État s'appauvrit. C'est insupportable comme logique. Alors, je voudrais que vous répondiez quand même à ma question sur l'écotaxe, parce que pour moi, c'est quand même important sur la 31 bis. D'abord, j'aimerais juste préciser, et je vais vous répondre un premier, que quand le prix de l'essence augmente, l'État s'enrichit quand les Français s'appauvrissent, madame. Parce que la TVA est calculée sur le prix de l'essence. Et d'ailleurs, il y a deux tiers du prix de l'essence. Aujourd'hui, ce sont des taxes. Alors, je le sais, votre parti est drogué à la taxe. Moi, pas. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les Français, et notamment les classes moyennes, mais pas seulement, souffrent de ça. C'est-à-dire qu'ils travaillent 1 jour, 2 jours, 15 jours par mois pour l'État, et ils ne comprennent pas pourquoi l'État, en retour, ne facilite pas la vie. Vous parliez aujourd'hui... Je vais terminer. La redistribution, c'est important quand même. Je vais vous parler de l'écotaxe. Oui. C'est exactement l'écologie dont on ne veut pas. Cette écologie punitive, cette écologie anti-route, cette écologie qui taxe, qui fait que la vie devient insupportable et qu'elle devient chère. L'écotaxe, par exemple, pour les entreprises de transport françaises, ça veut dire un coût supplémentaire au moment où elles sont mises en concurrence avec des travailleurs détachés, avec des entreprises, notamment polonaises, lituaniennes, etc., qui viennent les concurrencer. Donc cette écotaxe, c'est une folie. C'est une folie parce que ça va appauvrir les entreprises, appauvrir nos concitoyens, et que ça va faire fermer des entreprises. Il faut arrêter, comme le disait M. Pompidou, d'emmerder les Français et spécifiquement les automobilistes. Vous savez, 75% des trajets aujourd'hui qui sont faits sur les routes sont faits de manière, inévitable. Ce n'est pas fait pour faire du sport, ce n'est pas fait pour faire du loisir, c'est fait parce que sinon, on n'a pas de travail et qu'on ne peut pas manger. Donc il faut lâcher la prise sur les automobilistes. Moi, je rappelle une chose.
La France Très contribue, rapidement, s'il vous plaît, la M. France Jacobelli. contribue à 1% de la pollution mondiale. C'est peut-être trop, mais c'est un des meilleurs élèves du monde. Alors qu'on arrête de s'en prendre aux Français et qu'on regarde les vraies causes. Les vraies causes, c'est la mondialisation, c'est d'importer des produits du bout du monde par des supertankers qui polluent chacun comme des millions de voitures. Voilà la vraie cause. Laissons les automobilistes tranquilles. Alors au niveau du temps de parole, vous êtes légèrement en avance, M. Jacobelli, avec 10 minutes 36 contre 9 minutes 31 pour Mme Léger. On va passer tout de suite à la troisième partie de ce débat. On passe tout de suite à la reconversion des friches à Hayange. À travers la 31 bis, on parlait d'aménagement du territoire. Il y a une spécificité aussi sur cette 8e circonscription, c'est son histoire industrielle qui a laissé un grand nombre de friches aussi aujourd'hui. Sur le nord du territoire, il y a une opération d'intérêt national à la frontière luxembourgeoise qui est en cours, mais on a aussi des dizaines et des dizaines de friches industrielles entre la vallée de l'Orne et la vallée de la Fensch qui sont aujourd'hui en stand-by, qu'il va falloir reconvertir. Quelle perspective vous pouvez apporter aux communes, aux habitants, aux populations par rapport à ces friches? Madame Léger, vous commencez. Il faut. Moi, j'ai commencé à prendre un petit peu attache avec les élus locaux sur ce sujet. Donc, ils m'expliquaient que leur positionnement, c'était donc déjà la condition. La première des conditions, c'était pas de vente à la découpe. Il faut aller vers une maîtrise publique en tout ce qui concerne ces friches. Ça concerne quand même 300 hectares, donc c'est pas rien. Il y a au-delà d'Hayange, il y a aussi le site de Machepy, le site de Sérémange. Donc il faut trouver une cohérence globale, mais qui réponde à l'intérêt général. Et on ne peut pas le faire, nous. C'est typiquement le genre de décision qui ne peut pas arriver d'en haut, comme ça a été souvent le cas lors du précédent quinquennat. Il faut surtout éviter que dans le paysage s'installent ces stigmates du temps d'avant. Voilà, donc sur certains sites, on est plutôt parti sur du culturel, mais ça, c'est vraiment, c'est typiquement le genre de dossier qu'il faudra travailler avec l'ensemble des élus locaux, et y compris la population qui a forcément son mot à dire sur ces sujets-là. Et ne pas, encore une fois, laisser la main aux industriels et ni laisser les élus locaux et la population seuls face à eux sur ce dossier. Laurent Jacobelli, à vous. Je pense qu'il faut vivre ces friches symbole effectivement d'un passé glorieux comme une chance pour l'avenir. D'abord, il faut, sur une partie, vous parliez des friches d'Hayange, il y a une partie où c'est possible, construire des logements, parce que c'est important aussi de pouvoir loger nos compatriotes. Je pense que c'est un aspect des projets qu'il faut regarder de près. Et je pense qu'il faut saisir ces chances pour en faire des pépinières d'entreprises, notamment des entreprises dans les Start-up Nations, comme dirait le président de la République, mais dans la nouvelle technologie, pour redynamiser nos territoires. Mais pour ça, il faut des élus dynamiques. Moi, j'ai vu, parce qu'on a travaillé ensemble sur ce dossier, combien Fabien Angelman avait des contacts avec des entrepreneurs qui étaient prêts à le faire, mais il y a parfois des lenteurs, par exemple au niveau de l'agglo, qui a eu du mal à gérer le dossier, et ça n'avance pas. Donc il y a quelques dinosaures un peu politiques, sûrement liés à l'époque du passé, qui ralentissent un peu. Donc je pense que le rôle du député, c'est de les convaincre, de les rassembler et de dynamiser. D'ailleurs, la région aussi devra jouer un rôle. Vous savez, on parle des friches, mais je pense que c'est l'occasion de dire qu'elles sont aussi un symbole. Le symbole de cette gauche qui a trahi. Souvenez-vous, François Hollande à Florange, sur sa camionnette, en train de dire « je sauverai le site ». Vous avez vu la catastrophe ensuite. Cette gauche qui vous soutient d'ailleurs, madame, et qui aujourd'hui a du mal à trouver des idées de projet parce qu'elle n'a pas cette vision, parce qu'elle est restée dans le passé, un passé qu'elle n'a pas su gérer. Eh bien, je pense qu'il faut proposer, s'adapter à l'économie moderne et faire en sorte qu'on utilise la proximité notamment du Luxembourg, le fait qu'il y ait un bassin vivant, un savoir-faire pour amener des entreprises qui peuvent demain créer de l'emploi. Mais ça demande, je le répète, de la concertation et de la volonté. Lucie, une question pour Madame Léger. Je voulais juste rebondir sur le fait que ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que vous voulez vous concerter avec des élus que vous méprisez et que vous trouvez incapables finalement. Donc c'est une approche un peu complexe. On peut critiquer, vous savez, madame. Complexe, on peut critiquer le travail d'un élu. Il y a des élus dont je critique l'action, mais peu importe, je rebondis quand même. J'attends pas votre autorisation. Pour autant, je suis un pragmatique. Et je travaillerai avec des gens qui ne pensent pas comme moi, contrairement à vous, parce que je ne suis pas sectaire et parce que je pense qu'on ne peut pas abandonner un territoire, même s'il n'est pas dirigé par quelqu'un qui n'est pas de votre famille politique. C'est tout. Une question, Lucie, pour Madame Léger. Sur ces friches industrielles, notamment, vous parliez de maîtrise publique. Est-ce que finalement, l'État n'a pas là un rôle à jouer, comme elle le fait au niveau de l'EUN, de l'opération d'intérêt national, à la frontière luxembourgeoise? Est-ce que là, vous avez
une proposition ou un appel à y faire? Non, très clairement, moi, j'ai pas de proposition. Je dois vous avouer que je suis en campagne et je fais très sérieusement campagne. Mais sur ce sujet-là, je ne pourrais pas, moi, à titre personnel, ni au nom de mon mouvement, avoir une parole unie aujourd'hui. Je tiens à préciser que le Rassemblement national existe depuis quelques années déjà et qu'il a absolument été inutile quand il nous oppose cette nouvelle union qui a un mois d'existence, dans laquelle, évidemment, il y aura des débats, évidemment, il y aura des tensions sur certains sujets, mais l'intérêt commun, et là je suis formelle, je m'y avance, c'est revenir à des services publics. Quand j'entends effectivement parler d'industriels, ok, il faut réindustrialiser la vallée de la Fensch, il faut réindustrialiser et relocaliser certaines productions, on l'a vu. Je rebondis en tout cas sur la réponse de M. Jacobelli sur les friches industrielles à Hayange. Il propose une pépinière d'entreprise. Est-ce que vous avez une idée déjà un petit peu dans un coin de la tête par rapport à ces friches vraiment industrielles ciblées? Il faudra faire revenir des acteurs dynamiques et ramener effectivement de l'activité sur ces endroits-là qui sont mornes. Même on parle des friches, mais on peut aussi parler des centres-villes de nos communes comme Hayange ou quoi, où l'ensemble des petits commerces sont fermés. Il y a énormément de commerces qui sont fermés. Je vous invite à Hayange. Mais je suis très souvent à Hayange. Monsieur, je vous rappelle que je vis dans la circonscription depuis plus de 15 ans. Donc je ne découvre pas la circonscription ces derniers jours. Et j'ai donc vécu cette dégradation. J'ai vécu la dégradation des services publics. D'ailleurs, j'ai lutté avec les soignants de l'hôpital d'Hayange, vu que je travaillais à l'époque dans un hôpital qui était commun. Et je ne vous ai pas vu, et ni monsieur Angelman, et ni aucun élu RN. Et d'ailleurs... mon suppléant qui est soignant dans cet hôpital bondirait en vous entendant parler de la santé, puisque c'est vous qui en parlez. Je suis actrice et sur le terrain, et je n'ai jamais... Les élus de gauche que vous critiquez étaient là et ont contribué à maintenir des services hospitaliers sur cette vallée. Vous n'étiez pas là. Donc je le rappelle, vous êtes très lisse, vous êtes très calibré, vous êtes beaucoup plus fort que moi sur les plateaux télé, ça, il n'y a pas de doute. Cela dit, vous êtes inutile pour le peuple français. Une réponse rapide, car on arrive à la moitié de cette émission. Merci pour tous ces compliments. Simplement, moi, j'étude mes dossiers. Parce que être député, vous savez, c'est défendre nos administrés, prendre des décisions, des dizaines de décisions par jour, pondre des lois, les écrire, les corriger. Et donc, oui, ça veut dire qu'on étudie ces dossiers et qu'on ne vient pas à un rendez-vous les mains dans les poches. J'aimerais dire, sur l'hôpital, madame, vous avez parmi vos alliés des gens qui ont détruit l'hôpital public. Qu'ils soient, par exemple, du Parti socialiste, voire parfois même dans certains gouvernements du Parti communiste. Vous savez, l'hôpital d'Hayange, je l'ai vécu à distance par lui, parce qu'il me l'expliquait, à quel point parce qu'on Fabien s'éloigne du Engelman sujet, quand même. s'est battu. Vous savez, il y a une urgence à recréer un hôpital public. Nous, on a une proposition. Le groupe auquel je participerai du Rassemblement national à l'Assemblée nationale proposera 20 milliards sur 5 ans pour l'hôpital public, en salaire, en équipement, pour faire en sorte que les équipements, justement, restent dans les petites et les moyennes communes, que tout ne parte pas, en l'occurrence là à Thionville, ou ailleurs. Et croyez-moi, ce travail, il est fait. Alors, il n'est peut-être pas fait par des manifestations, peut-être il est fait par des actions concrètes, des actions d'élus, qui sont aussi très importantes, et que vous n'avez pas vues, mais nous le ferons parce qu'il est important, par exemple, d'avoir des urgences à Hayange, et je peux vous le dire, nous y travaillons. Une réponse, Madame Léger, très rapidement. C'est assez impressionnant parce que M. Jacobelli a un avis sur tout, mais on les voit nulle part. Donc, il y a les gens qui sont dans l'action et dans la discussion, et il y a les gens qui travaillent des dossiers et qui viennent à la télé avec beaucoup d'expérience. Citez-moi une action concrète que vous avez faite. On arrive à la moitié de cette émission. Je vais donner le temps de parole. 13 minutes 56 pour M. Jacobelli, 13 minutes 18 pour Madame Léger. On est à peu près sur la même longueur d'onde au niveau du temps de parole. Merci beaucoup, Lucie. Merci. Tu vas laisser ta place à Naïgote pour France Bleu Lorraine pour la 4e partie de ce débat. C'est le pouvoir d'achat. Et Anaïg Gaute est à mes côtés. Salut Anaïg. Bonjour. Salut. On va parler maintenant du pouvoir d'achat, la première préoccupation des Français. Et cette semaine, l'essence et le gasoil à la pompe sont au-dessus des 2 € le litre. Le gouvernement annonce à la rentrée une aide directement versée sur le compte en banque des plus modestes. Est-ce que c'est la solution pour vous, Laurent Jacobelli ?
Moi, je ne crois pas que les Français veuillent faire l'aumône. Ils veulent vivre dignement de leur travail. Ils veulent simplement qu'on les respecte, et les respecter, c'est leur permettre, au-delà du 5 du mois, de pouvoir acheter à un rythme convenable de la nourriture, de la viande, se chauffer quand c'est la saison, faire le plein de la voiture. Tant mieux. Je vais vous dire, si cette mesure, elle aide des Français à passer un mauvais cap, mais ce n'est pas une solution pérenne. Je pense qu'il faut maintenant avoir des propositions à l'Assemblée nationale qui permettent à tous les Français de vivre dignement. Ces solutions, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, c'est sur la TVA, sur les biens énergétiques. Quand on baisse la TVA, on aide tous les Français, pas seulement les plus modestes. Oui, d'accord, eh bien, aidons tous les Français. Vous savez aujourd'hui que le poids de la TVA est double pour les Français les plus modestes par rapport aux Français les plus riches dans l'équilibre de leur budget. Donc ce sera quand même une mesure sociale. Deuxièmement, au-delà des biens énergétiques, dont on ferait passer la TVA de 20 à 5,5%, ce qui représente quand même, avec la baisse de la TICPE, qui est une taxe spécifique, qui a été augmentée 2 fois par M. Macron, à peu près 15 € d'économie par plein, et ça vaut le coup quand même, hein, c'est important pour les Français. Nous proposerons une centaine de biens de première nécessité avec une TVA à 0%. Première nécessité, c'est un plat de pâtes, c'est un savon, c'est l'hygiène, la nourriture, parce qu'une fois encore, nos concitoyens méritent de vivre dignement. Mais on réglera le problème du pouvoir d'achat que si en France, il y a à nouveau du travail. Et là encore, nous avons des mesures. D'abord, pour que les jeunes aient envie de travailler en France. Vous en parliez tout à l'heure, madame. Nous proposons que pour les jeunes de moins de 30 ans qui commencent dans la vie active, eh bien, ils soient exonérés de l'impôt sur les revenus. C'est un très faible coût pour l'État, mais c'est pour eux une vraie plus-value. Là encore, sans faire la différence entre des jeunes qui commenceraient avec des plus petits revenus et d'autres qui tous les commenceraient talents. peut-être... Vous savez, l'exclusion, la guerre des classes, c'est pas chez moi que vous la trouverez. Non, moi, je veux le... Madame, celle-là, elle est éculée. Surtout, elle n'a pas de sens. On y reviendra. Parce que s'il y a bien un parti où il y a des racistes, et d'ailleurs certains n'ont pas pu se présenter, on s'éloigne du sujet. Le parti de Madame Omodo. On s'éloigne. Pas de conseils à donner. Concentrons-nous sur le pouvoir d'achat, ce qui intéresse les Français. J'aimerais continuer au-delà des diatribes de Madame Léger. J'aimerais dire aussi qu'aujourd'hui, il y a un problème de salaire dans notre pays. Et on n'est pas en Union soviétique. Donc on ne pourra pas ordonner aux entreprises d'augmenter les salaires. En revanche, on peut les y encourager. Et nous proposons une mesure qui est raisonnable pour le budget de l'État, pour les salariés et pour les entreprises. C'est que quand un patron augmente de 10% les salaires de ses salariés, eh bien ces 10% seront exonérés de charges patronales. Et permettez-moi aussi de penser à nos anciens, dont il est urgent de réindexer les retraites sur le coût de la vie, mais de le faire réellement, pas seulement en promesses électorales, comme le fait le gouvernement actuel. Vous voyez, le pouvoir d'achat, ce sont des mesures solides, pérennes, qui respectent les équilibres de l'État. Ce ne sont pas à la fois des paroles en l'air, on va augmenter tout le monde et puis on verra bien ce que ça coûte, ni même un refus de voir la réalité comme le fait le président de la République. Céline Léger, avec la NUPES, l'Union de la gauche, vous défendez une hausse du SMIC ? Oui, à 1 500 € pour effectivement permettre aux Français de reprendre du souffle. C'est la proposition présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Tout à fait, qui était sur l'élection présidentielle à 1 400 €, mais étant donné le coût de la vie qui a augmenté encore énormément ces derniers mois, nous nous sommes réindexés. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est que, et je peux en parler en tant qu'assistante sociale, il y a toute une tranche de la population qui vient à être en difficulté. Il y a vraiment eu de la maltraitance sociale sur ce dernier quinquennat et ça empêche, enfin, on en est à choisir entre effectivement mettre le plein d'essence ou remplir le frigo. C'est juste inacceptable. Alors j'entends bien Monsieur Jacobelli énoncer la baisse de la TVA, mais bon, encore une fois, il appauvrit l'État, donc il appauvrit les Français par cette mesure-là. Nous envisageons de prendre ce sujet du pouvoir d'achat sur deux plans. D'abord, on augmente les ressources, toutes les ressources. C'est-à-dire, un jeune qui étudie, qui a 18 à 25 ans, il peut bénéficier de l'allocation d'autonomie qui va lui permettre de travailler à ses études et non pas de travailler en plus de ses études. Les personnes âgées, pas une retraite en dessous de 1 063 €, qui est le seuil de pauvreté. On ne peut pas aller en dessous, on ne peut pas survivre. C'est de la survie, ça n'est pas vivre. Il y a aussi effectivement convoqué une conférence par branche de métier, de manière à ce qu'effectivement, le SMIC augmentant, les salaires augmenteront également. Les retraites, donc je le disais, pas une retraite en dessous de 1 063 € pour les carrières incomplètes, mais indexer la retraite pour une retraite complète déjà à 60 ans et à 1 500 € minimum.
Donc la retraite à 60 ans n'est pas obligatoire, mais elle sera possible. Et elle est attendue. Les Français ne veulent pas de la retraite à 62 ou à 64 ans. Mais par ailleurs, il faut aussi permettre aux Français de pouvoir effectivement vivre. Donc là-dessus, nous avons plusieurs mesures. On parlait tout à l'heure du prix du carburant. Nous envisageons de le bloquer à 1,40 de manière à... Les petites primes, les petits chèques, on n'en veut pas. Enfin, on les prendra les chèques s'il y en a, mais c'est pas digne de gouverner son peuple à coup de chèques. Et puis nous bloquerons effectivement les prix de première nécessité. Quand on est parent, j'ai été maman solo, c'est très difficile d'entendre à la télévision qu'il faut faire manger 5 fruits et légumes par jour quand on voit le prix. Donc on va bloquer certains prix de produits de première nécessité. Ça va aussi nous permettre, enfin, on va aussi rendre gratuits les premiers mètres cubes d'eau, les premiers kilowattheures d'électricité, qui permettront, sans eau, on ne survit pas, donc l'eau est quand même importante, et pour l'hygiène et pour l'alimentation, etc. Et donc nous redonnerons ainsi autant de souffle à l'économie de chaque citoyen, mais également à l'économie locale, puisque quand on a un peu plus d'argent, on le dépense localement. Comment on peut financer toutes ces mesures ? Alors, il y a, sur cette question, je le redis, hein, moi, contrairement à mon adversaire, je ne suis pas experte en tout, mais il y a une mesure qui me plaît bien, c'est de rééquilibrer les salaires des femmes sur les salaires des hommes. Il y a une loi qui est passée en 1972, j'étais encore pas née, et à salaire égal, enfin à qualification égale, on n'est encore pas arrivé à salaire égal. Donc ça, c'est une mesure qui permettrait, par le surplus de cotisations, de financer en partie cette réforme, par exemple, la réforme par exemple des retraites. Il va falloir convaincre les entreprises. Alors, on a pensé à ça, c'est-à-dire que dans la logique de notre programme économique, et d'ailleurs dans tous les thèmes, les grands, les gros, les très riches contribuent aux petites entreprises. C'est-à-dire que les entreprises du CAC 40, au lieu de rentrer des dividendes qui font que de toute façon les prix augmentent en même temps que les dividendes, donc ça ne rend pas du pouvoir d'achat aux Français. J'ai perdu le fil. Vous taxerez plus les grandes entreprises, si je vous suis bien, pour finalement voilà, c'est une caisse de financer péréquation, sur les plus petites. Exactement. Voilà. Je voudrais entendre M. Jacobelli sur cette question. C'est-à-dire, excusez-moi, je voulais juste préciser, on ne prend pas à l'État, on prend à ceux qui ont de l'argent, en fait. Lundi prochain, notre circonscription aura un nouveau député ou une nouvelle députée. Je ne voudrais pas qu'arrive à l'Assemblée lundi matin quelqu'un qui dise « je vais augmenter le SMIC, je vais augmenter ci, je vais augmenter ça, mais je ne sais pas comment je le finance ». Madame, vous avez dit vous-même que vous ne le saviez pas. Mais moi, j'ai chiffré votre programme et nous ne sommes pas les seuls. Un certain nombre d'économistes... Et d'ailleurs, sur la question du SMIC, je vais répondre. Vous ferez quoi? D'abord, il attaque. Non, je propose, madame. Vos propositions, c'est entre, selon les experts, 250 à 300 milliards d'impôts supplémentaires par an en France. Les Français n'en peuvent plus. Donc leur dire on va vous donner un peu d'un côté et on va vous massacrer fiscalement de l'autre, c'est une vision qu'ils ne veulent plus. C'est une vision d'enfer, madame. C'est l'enfer fiscal que vous nous promettez. Comment Il vous faut pouvez financer votre baisse de la TVA? Nos mesures ont été chiffrées. Vous voyez, c'est 68 milliards par an, précisément. Ça a été reconnu d'ailleurs par un certain nombre d'économistes. Ces 68 milliards, nous allons les chercher chez les profiteurs du haut et les profiteurs du bas. Il y a aujourd'hui en France à peu près 75 milliards au minimum, selon le Sénat, d'escroqueries à la fraude sociale ou de l'escroquerie fiscale. Il y a des entreprises, par exemple comme Amazon, qui font énormément de chiffres d'affaires en France, mais qui ne payent pas 1 centime d'euro d'impôt en France. Ça ne peut pas continuer. Il y a des entreprises qui, par des montages fiscaux, font en sorte qu'ils ont une très grande activité chez nous, qu'ils ont des salariés, qu'ils ont des profits, mais qu'au final, ils ne payent pas leur impôt à l'État français, alors qu'ils utilisent les infrastructures. Il faut changer ça. Il y a aussi une fraude, il faut le dire, qui est une fraude, par exemple, aux allocations sociales, aux allocations de logement. Là aussi, il faut le faire, le travail. C'est une manne. C'est une manne. Vous allez faire la chasse aux pauvres ? J'ai parlé des deux. Non, la chasse aux escrocs, moi je ne confonds pas, madame. Je pense qu'on peut ne pas avoir de ressources et être quelqu'un de digne. Je ne fais pas d'amalgame. Sur la question du SMIC, rapidement, 75 milliards. Monsieur Jacobelli, votre réponse. Je vais vous répondre. Vous savez, je comprends. Et là, pour le coup, cette envie d'augmenter le SMIC en disant, voilà, travailler, on ne peut pas travailler pour ne pas avoir assez pour vivre. En revanche, il faut comprendre que dans la situation de nos entreprises aujourd'hui, si on augmente le SMIC, d'abord, ça ne veut pas dire qu'on augmente le net des salariés. Et ça veut dire en revanche que là où une entreprise voulait
hier employait 3 personnes, elle n'en emploiera que 2. C'est-à-dire que c'est une pompe aspirante du chômage. Il faut trouver d'autres solutions, celles que j'évoquais tout à l'heure, d'exonération de charges patronales. Et puis, sur la TVA, vous savez, il vaut mieux, comme nous le proposons, faire à peu près 200 € d'économie par foyer net par mois sur la TVA, sur un certain nombre de biens de première consommation, que d'avoir une hausse de salaire qui sera une hausse fictive, puisque d'un côté, il y aura des charges, et que de l'autre, ça rendra plus fragile l'emploi. Une mesure, ça se travaille, ça se mesure avec des partenaires, ça ne se décrète pas, ça ne se sort pas d'un chapeau, sauf si, effectivement, on n'a pas envie d'occuper le pouvoir et qu'on fait un show pour essayer d'obtenir des voix. Mais c'est une responsabilité, c'est une responsabilité d'être député, et cette responsabilité, il faut se l'accaparer et proposer des mesures réalistes qu'on respectera, mais qui sont raisonnables. Parce que si on dit demain aux Français, la France est en faillite, les générations qui viennent ne pourront plus payer l'impôt, 650 milliards de dettes supplémentaires rapidement, sous Macron, vous êtes en avance, monsieur Jacobelli. Tout cela n'est pas tenable. Voilà, vous êtes très donc il y a une juste voie, il y a une juste voie entre l'ignorance du mal-être des Français d'Emmanuel Macron et le populisme économique de M. Mélenchon et de ses acolytes. Rapidement, Madame Léger, très rapidement, s'il vous plaît. Mais je veux dire, répondre à M. Jacobelli. Économiquement, Marine Le Pen, à l'Assemblée nationale, ne s'est pas non plus fait entendre comme une force d'opposition. À la fin des présidentielles, elle est partie en vacances. Elle n'a absolument pas l'intention d'être une force d'opposition. D'ailleurs, elle l'a dit elle-même que de toute façon, c'est Macron qui garderait le pouvoir. Donc, vous croyez vraiment que M. Mélenchon sera Premier ministre ? Pour moi, on s'éloigne. On était sur la thématique du pouvoir d'achat, s'il vous plaît. Voilà. Je veux dire que vous êtes l'assurance vie du pouvoir en place et que de toute façon, vous ne servez pas à grand-chose. On va passer tout de suite à la 5e thématique. Non, monsieur Jacobelli, on est en retard, s'il vous plaît. Parti qui appelle à voter la République en marche. On est en retard. Monsieur Jacobelli, Madame Léger, on va passer tout de suite à l'autre préoccupation des Français, c'est la réforme des retraites. Alors, Madame Léger, vous êtes en retard, donc je voudrais avoir tout de suite votre avis sur cet épineux dossier. On le sait, faut-il reculer pour vous l'âge de la retraite, comme le souhaite le président de la République, qui souhaite le reculer à l'âge de 65 ans ? Non, absolument pas. D'ailleurs, ce n'est pas attendu par les Français, c'est même rejeté par les Français. Nous avons réussi lors du précédent quinquennat par nos parlementaires d'empêcher cette réforme de passer. Notre positionnement est très clair. Là, pour le coup, l'ensemble des partis sont d'accord là-dessus. Donc, une retraite à taux plein dès 60 ans est possible. Avec 40 annuités, évidemment. Faut-il adapter avec la pénibilité J'allais vous du le terrain. dire, j'allais y venir. Donc, particulièrement avec les carrières longues, sur les carrières longues discontinues et les métiers pénibles, évidemment, ça permettrait le fait de faire, on parlait tout à l'heure de chômage, le fait de faire partir en retraite les personnes à 60 ans, ça ouvrirait, je prends sur mes notes, un peu plus de 800 000 emplois qui permettraient aux jeunes d'entrer sur le marché du travail et aux personnes, effectivement, qui n'en ont pas, puisque, je le rappelle, il y a plus de chômeurs que d'offres d'emploi en France. Vous dites que c'est possible. Comment vous financez, alors, justement, ces retraités supplémentaires ? Eh bien, voilà, là encore, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que c'était cette mesure-là que j'expliquais. En vrai, l'alignement des salaires des femmes sur celui des hommes permet un surplus de cotisation qui permettra à tout le monde de... En fait, c'est sur la philosophie du partage. Hein. On partage le temps, on partage aussi les emplois et on partage et on redistribue la richesse. Il y a un allongement de la vie d'une manière générale. Les jeunes commencent à travailler beaucoup plus tard. Est-ce que vous n'estimez pas que finir à 65 ans, finalement, c'est pas ubuesque ? Non, parce que déjà le temps est précieux. On n'a qu'une vie, j'ai envie de dire. Il y a un moment donné dans la vie où on a cotisé. Si on a cotisé 40 ans, on peut se permettre d'aller s'occuper et d'être utile à la société. Un retraité n'est pas quelqu'un d'inutile. Il laisse sa place sur un emploi, à son emploi, mais il va aller s'occuper de ses passions, de sa famille, de ses proches, d'associations. Quand on sait que lors des précédents quinquennats, les emplois aidés ont disparu, il nous faut ces actifs qui sont encore actifs. Par ailleurs, il y a quand même une disparité aussi dans les classes sociales. Hein, selon le métier qu'on a exercé, on est peut-être plus... au niveau de la durée de vie en bonne santé, elle est plutôt en recul. Donc, il faut aussi permettre aux personnes les plus précaires et qui ont travaillé très dur toute leur vie de pouvoir partir à la retraite le plus tôt possible et de profiter de quelques années en bonne santé quand même. Avant de vous donner la parole, Monsieur Jacobelli, je vais donner le temps de parole. Comme ça, vous pourrez calibrer peut-être votre réponse. Vous êtes légèrement en avance, Madame Léger, 20 minutes 14 contre 19 minutes 48 pour vous, Monsieur Jacobelli.
Les retraites, ça ne doit pas être une question idéologique comme le fait M. Macron. M. Macron, on a l'impression qu'il ne voit en chacun d'entre nous qu'un consommateur-producteur, et dès qu'on n'est plus producteur au sens propre, on ne l'intéresse plus. Et c'est pour ça qu'il veut décaler l'âge de la retraite. Ça ne peut être que cette seule explication, parce que même économiquement, ça ne tient pas la route. Aujourd'hui, un Français sur deux arrive à l'âge de la retraite, soit en étant déjà au chômage, soit en situation d'invalidité. Et donc, ceux qui sont chômeurs aujourd'hui de 58 à 63 ans, si on décale l'âge de la retraite, seront chômeurs de 58 à 65 ou 66 ans. Tout cela n'a aucun sens. On va peut-être améliorer un peu l'état des caisses de retraite, mais on va malheureusement alourdir la dette des assurances chômage. Donc on voit bien que derrière, il y a une philosophie, la philosophie de la calculette. Je pense qu'il faudrait plutôt avoir une philosophie fraternelle. Nous sommes tous membres de la même nation. Les anciens ont participé par leur travail à l'essor de notre pays. Eh bien, nous devons, nous, cotiser pour eux. Et nous proposons une mesure simple qui est, pour ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui souvent ont eu les métiers les plus pénibles, une retraite à 60 ans et 40 annuités, et malheureusement, à cause de la mauvaise gestion du pays par Emmanuel Macron, qui a creusé la dette publique, nous avons apporté un amendement qui est que cette durée pourra aller jusqu'à 62 ans et 42 annuités pour ceux qui auront fait des études plus longues et qui donc, a priori, auront des métiers moins difficiles. Ça permet à la fois d'avoir une mesure plus juste, plus sociale, de prendre en compte effectivement l'aspiration de chacun de vivre heureux à la retraite et de s'occuper de ses petits-enfants, de ses loisirs, ou même de donner un coup de main dans des associations, et les impératifs budgétaires qui nous ont été imposés par ce petit génie de la finance qui finalement n'en était pas un, Emmanuel Macron. Donc vous voyez, il y a des choses importantes, mais je pense qu'il y a aussi autre chose qu'on doit préserver. C'est qu'en Alsace-Moselle, il y a une spécificité sur la sécurité sociale et sur les retraites, et il faut être très vigilant à ce que, par souci d'uniformisation, on n'adapte pas le système qui est en déficit dans le reste de l'Hexagone ici, et qu'on ne prenne pas les caisses ici pour financer le reste. Et donc nous sommes pour un maintien de cette spécificité. Je ne sais pas, j'ai lu aussi, mais peut-être vous désolidarisez-vous de cela, certaines huiles de votre parti qui disaient que le régime spécifique devait être rayé d'un trait de plume. Moi, je ne le crois pas, parce qu'ici, relativement, ça fonctionne. Sur le régime local, Céline Léger ? Nous, on est très clair là-dessus. On veut le généraliser à l'ensemble du territoire français. C'est l'inverse que vous voulez faire. Ah non, on veut. Vous n'avez pas bien compris. Si, j'ai très bien compris. Il y a une différence, je vous l'apprends, peut-être, entre le concordat et le droit local. Quand on vise un 100% sécurité sociale et on arrête de privatiser et par les mutuelles, déjà, ça nous permet la caisse de retraite Alsace-Moselle n'est pas déficitaire. Donc, il y a une participation de 90%. Si on généralise à l'ensemble du territoire, d'ailleurs, le Conseil des retraites ne trouve pas utile cette réforme. Donc il n'y a aucun fondement pour mettre ce sujet sur la table, si ce n'est des décisions peut-être à l'Europe, je ne sais pas, qui motivent M. Macron. Mais en tout cas, c'est pas une nécessité économique. On va terminer tout de suite, si vous le voulez bien, tous les deux, ce débat avec les questions un peu plus politiques. Et qui dit second tour, dit appel à voter, forcément. Cette fois, ça semble un peu plus compliqué. On a entendu Gérard Larcher, le président du Sénat, LR, qui dit la NUPES et le RN représentent le même danger pour notre pays, plus près de chez nous. Patrick Weiten, le président du département de la Moselle, ne veut pas choisir, dit-il, entre les extrêmes. Il ne donnera pas de consigne de vote dans les circonscriptions qui opposent RN et candidat NUPES. On a entendu aussi la porte-parole du gouvernement qui dit ne vouloir pas une seule voix pour le RN, mais Elisabeth Borne, la Première ministre, qui met des conditions, qui dit qu'elle soutiendra les candidats républicains face au Rassemblement national, pas ceux qui insultent nos policiers, qui demandent, je cite, de ne plus soutenir l'Ukraine ou qui veulent sortir de l'Europe. Vous êtes républicaine, Madame Léger ? Mais il ne me semble pas que je parais sauvage ou anti-républicaine, bien au contraire. Et dans ce cas-là, ce serait une insulte à l'ensemble des Français, puisque je suis une d'entre eux. Non, absolument pas. C'est aberrant. Vous l'attendez, ce soutien ? Vous l'espérez ? Alors, nous avons, lors des campagnes, rencontré nos opposants pendant cette campagne. Des promesses avaient été faites qui ne sont manifestement pas tenues, mais ça, c'est propre à l'ancien monde politique. C'est aussi pour ça que je présente ma candidature, pour montrer aux Français qu'une politique menée par des personnalités différentes peut être différente et amener un réel changement dans leur quotidien.
Est-ce que vous estimez que vous représentez finalement l'extrême gauche? Mais j'attends toujours qu'on m'explique en quoi nous sommes extrêmes, finalement. Nous sommes de gauche. Augmenter les salaires, permettre une vie digne aux Français, ce sont des valeurs de gauche, tout simplement. Vous, Laurent Jacobelli, on a eu l'habitude de voir face aux candidats FN puis RN un front républicain. C'est pas la même chose cette fois-ci. En tout cas, il se fissure. Ça veut dire que quelque chose a changé dans la vie politique en France? Oui, bien sûr. D'abord, nous avons des élus. Je citerai le maire d'Hayange, Fabien Engelmann, mais beaucoup d'autres élus qui font le travail, qui respectent les règles républicaines, qui sont d'ailleurs, dans le cas de M. Engelmann, réélus au premier tour à 63%, c'est-à-dire bien au-delà de notre seule famille politique, parce qu'ils font le travail, qu'il y a du résultat. Et donc, plus personne ne croit à cette vieille lune que nous serions anti-républicains. Et puis peut-être parce que un parti, un groupement anti-républicain est né, un groupement qui réunit des gens qui disent qu'il faut désarmer la police, qui disent tout le monde déteste la police, certains qui manifestent dans vos propres rangs, madame, avec des gens connus pour leur antisémitisme, voire même le CCIF, qui est, vous le savez, une émanation des frères musulmans. Et donc, tout cela montre bien qu'il y a, oui, aujourd'hui, une force anti-républicaine. Et moi, je suis là, je le dis, pour préserver notre circonscription de cela, pour préserver notre circonscription de ces folies, cette folie du matraquage fiscal, cette folie de prendre toujours le parti des délinquants contre la police, cette folie d'accepter que certains militent pour des réunions interdites aux Blancs. Nous proposons une alternative raisonnable qui doit rassembler. Et moi, j'appelle à la plus large union au second tour. Tous ceux qui veulent plus de pouvoir d'achat, rapidement, M. Jacobelli, vous êtes largement en avance. Tous ceux qui veulent plus de proximité, allez voter. Si tous les électeurs raisonnable. Tous les électeurs de Marine Le Pen vont voter, nous gagnerons et nous aurons une vision à la fois déterminée et de bon sens pour protéger nos concitoyens. Céline Égée, peut-être sur la question du soutien aux policiers, aux oui, forces de l'ordre. Plus globalement, quand on entend M. Jacobelli parler de la baisse de la TVA, donc il appauvrit l'État, donc les services publics, dont la police. Nous sommes sur... et quand je l'entends parler de raison, Marine Le Pen sur la même phrase, ça me fait hérisser les poils, certainement. Mais non, nous sommes nous ne sommes pas anti-police, nous sommes réalistes. Quand la police ou un policier... Quand on dit un policier a fait quelque chose, ça passe comme ça. Il y a quand même bien des morts en France. Donc vous dites que la police tue? Je dis que quand on dit la police tue, on a les caméras sur nous. Donc ça permet, cette formule permet aussi de faire... Ça permet... Il y a bien quelqu'un qui est mort. Tout le monde déteste la police, vous Pardon, assumez aussi? excusez-moi, il y a bien quelqu'un qui est mort. Le policier a utilisé a priori la légitime défense. Sur quelqu'un qui n'était pas au volant et qui était peut-être une autostoppeuse qui avait pris... voilà, ça pourrait être n'importe qui. Donc le policier devait laisser la voiture foncer sur lui. Peut-être pas tirer dans la tête. Voilà. Donc il y a bien eu une réalité. Il y a quelqu'un qui est mort sous les coups de la police. C'est pas la première. Je rappelle Cédric Chouviat. Je rappelle Zidane, la dame qui était... j'ai pas retenu son nom, mais qui était à Marseille, qui n'a rien demandé et qui est morte dans son appartement. Moi je pense aux 2000 personnes agressées chaque mois qui sont protégées par la police. Je pense à tous les gilets jaunes. Moi, ça fait bien longtemps que je me suis réveillée, monsieur. Je fais des manifestations depuis très longtemps. J'ai amené ma petite fille avec moi. C'est plus possible. Voilà. Il faut faire quoi? Déjà, je voudrais aussi dire qu'il y a un mal-être dans la police, comme il y en a à l'hôpital, comme il y en a dans l'éducation. Et il faut redonner des moyens humains, des moyens matériels aux policiers. Il faut entendre ce mal-être-là. Il faut plus former, il faut spécialiser. Quand on est femme battue et qu'on doit faire la queue au commissariat pour déposer la plainte, bien souvent on fait demi-tour. Donc il y a un moment donné, il faut partir des réalités. Et les réalités, c'est que la police, il y a un mal-être dans la police, on l'entend, on a des propositions très concrètes pour y répondre. Désarmer, enlever la BAC ou les voltigeurs qui sont là dans les manifestations, franchement, je vois pas le problème. Nous, on n'est pas pour la... Finalement, la doctrine est simple. Voilà, il y a les forces de l'ordre et puis il y a les gardiens de la paix. Et c'est quand même la mission essentielle de la police républicaine. Dernière question pour M. Jacobelli. Sur le thème, peut-être quand même parler de cette histoire de Jean-Luc Mélenchon qui dit vouloir être Premier ministre. Marine Le Pen, elle a assumé, elle a dit c'est normal qu'un président ait sa majorité. Ça veut dire que peut-être que... Excusez-moi, mais le débat est clos. Jean-Luc Mélenchon veut être Premier ministre, il trépigne, vous savez, la République c'est moi, elle a l'air très pressé. Mais simplement, le président de la République a dit qu'il ne nommerait pas Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Fin du débat, c'est fini, on arrête la comédie. Vous savez, au soir du 19 juin, la NUPES
va redevenir une morcellisation de vieux partis. Vous aurez un groupe LFI, un groupe communiste, Cette dynamique un groupe vous fait peur, socialiste, hein. Pas du tout. Bah, Elle m'amuse, manifestement, madame. vous l'attaquez. Un groupe de Les toutes vos Verts, forces. et donc ils se diviseront parce que chacun pense ce qu'il pense et qu'ils n'ont pas de tronc commun pour le nucléaire, contre le nucléaire, pour l'Europe, contre l'Europe. On ne sait pas trop bien ce que c'est que ce gloubi-boulga. Et donc, bien sûr que non, il ne sera pas Premier ministre. En revanche, si vous regardez les résultats de 2017, que vous additionnez tous les partis de gauche, vous avez exactement le même résultat aux législatives que ce qui s'est passé au niveau national le 12 juin au soir. Si vous regardez les résultats du Rassemblement national, nous sommes passés de 13 à 19%. 1,3 million de voix supplémentaires. Combien d'abstentions supplémentaires? Nous sommes présents dans... C'est encore plus méritoire d'avoir augmenté son nombre de voix, merci de le souligner. Nous sommes présents dans 208 circonscriptions. Et donc la vraie force d'opposition, ce sera le Rassemblement national. Et j'ai envie de dire la seule, parce que Madame représente ici un mouvement qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour, Non, dont des c'est pas candidats vrai. se désistent pour Emmanuel Macron. C'est un jeu de chaises musicales. Il y en a un qui fait la courte échelle à l'autre. Cette comédie doit cesser. Il faut une vraie opposition, une opposition qui affirme que la France n'est pas une salle de marché, comme le voudrait M. Macron, ni même un hall de gare, comme le voudrait Mme Léger. Vous avez le droit de répondre, Madame Léger, ça sera la dernière Quand réponse. il dit je veux être Premier ministre, c'est peut-être une formule, plus simplement. Bah, Vous c'est-à-dire avez 50 secondes pour répondre. Contrairement à Marine Le Pen qui est partie en vacances, lui, il a Vous étiez avec remobilisé ses troupes. Bah, elle s'est exprimée à la 4 télé. jours. Il a remobilisé les troupes et on est reparti directement à la bataille. Nous avons effectivement 406 circonscriptions dans lesquelles nous sommes présents au second tour et nous espérons bien reprendre le pouvoir. Nous avons cette ambition non seulement d'être encore une force à minima d'opposition, mais surtout une force de proposition. Nos mesures sont salutaires pour le peuple français. Il faut qu'on arrive à cette, Elles sont à dangereuses, cette infinançables. majorité. Vous n'avez pas l'ambition. Un député de plateau de plus, vous savez, ça ne va pas changer la vie des Français. Madame, je serai un député de terrain, un député qui se battra pour la République et pour la France, deux notions qui vous sont, je crois, très lointaines. On arrive à la fin de ce débat. Je vais donner le temps de mépris, parole. On est quasiment à égalité, puisque M. Jacobelli, vous avez parlé pendant 25 minutes 17, 24 minutes 47 pour vous, Madame Léger. Je vous souhaite bonne chance, en tout cas, pour dimanche. Merci à Naïg. Je n'oublie pas non plus Lucie. Merci aux Républicains Lorrains et à France Bleu Lorraine. On se retrouve ce mercredi pour un nouveau débat. On se retrouve dans la 3e circonscription de la Moselle. Ça sera la même philosophie entre donc le Rassemblement national de Françoise Grollet face à la NUPES de Charlotte Leduc. Bonne soirée à tous.